Bonjour à toutes et tous et donc bienvenue pour cette troisième journée de la semaine de l'éco-citoyenneté. Et aujourd'hui, avec Marc, nous avons le plaisir d'accueillir pour cette session autour de l'éco-citoyenneté, de l'éco-school et de différentes actions qu'on peut faire dans sa classe, Julien Wextin, donc, qui est enseignant de SVT, si je ne me trompe pas, comme on dit biologie. Je ne sais pas comment on dit en Suisse, Julien. Sciences de la nature. Sciences de la nature, bah, c'est plus Voilà. joli que SVT. Sciences de la nature, ouais, SVT, c'est sciences de la vie et de la terre, effectivement. Et donc, qui est en Suisse et qui va nous présenter un peu ce qu'ils font et ce qu'il fait dans sa classe et dans son école avec trois de ses élèves que vous verrez par la suite, avec Benjamin, qui est en quatrième, Louise et Aminata, qui sont, elles, en cinquième. Voilà, bah, écoutez, sans plus attendre, Julien, Louise, Aminata et Benjamin, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Tu peux mettre en mode présentation et puis ce sera parfait, je pense. Super. Hop. Et voilà, j'espère. Voilà, c'est parfait. Ok, bonjour à tous et à tous. Donc, moi, je m'appelle Julien Vextine. Je suis enseignant de SVT physique-chimie et coordinateur EcoSchool. Et je suis avec mes élèves, Louise, Aminata et Benjamin. Et on va vous parler de l'éco-citoyenneté qu'on fait, qu'on a ici dans notre cercle scolaire. Alors, on est en Suisse romande, donc en Suisse francophone, dans le canton de Neuchâtel, plus précisément dans le district du Val-de-Rue. Donc, c'est une vallée rurale parsemée de petits villages et entourée de montagnes. C'est absolument magnifique. On est à 800 mètres d'altitude. Donc, ça veut dire que l'ébullition de l'eau se fait à 98 degrés ici et pas à 100 degrés comme à la mer. Et puis, on a donc 13 écoles primaires dans le cercle scolaire du Val-de-Rue, le CSVR, et puis une école secondaire, donc un collège qui s'appelle La Fontenelle, qui a fêté ses 50 ans cette année. Et donc, dans cette vallée, en tout, on a environ 2000 élèves pour 17 000 habitants. Donc, ici, on a une petite vidéo de l'école secondaire. Donc, comme vous pourrez le voir, on est, donc, comme je vous l'ai dit, dans un milieu rural. On est dans un village qui s'appelle Cernier. Et puis, on est donc au bord de la forêt, au pied d'une montagne, donc dans la nature, en fait. Donc, on a un accès à la nature et c'est vraiment une chance. Voilà, c'est un bâtiment avec plusieurs couleurs, etc., etc. Et puis, donc le CSVR, c'est un cercle scolaire qui fait beaucoup de choses, qui essaye beaucoup, qui a beaucoup de projets, bon, je ne vous fais pas tout le détail, mais qui a reçu plusieurs prix, qui a différentes sortes de soutiens, qui a des services médicaux, socio-éducatifs, commission numérique, commission culturelle, on fait même des comédies musicales et tant d'autres choses. Donc c'est super, c'est une joie d'être dans ce cercle scolaire. Et donc, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est le développement durable. Donc, en 2015, l'ONU a adopté 17 objectifs de développement durable pour 2030, et de là découle l'éducation au développement durable. Et c'est ce qu'on tend à faire dans notre école, en essayant de former les futurs éco-citoyens de demain, pour leur donner les armes et les connaissances pour pouvoir gérer les problèmes environnementaux futurs et actuels. Donc, pour la petite histoire, en 1981 a été formée la Fondation pour l'éducation environnementale. Ça se trouve au Danemark. Et puis, c'est dans 77 pays, 77 pays, comme on dit ici. Et de cette fondation, il y a 5 programmes, dont EcoSchools. Donc, EcoSchools a pour objectif de promouvoir un apprentissage à partir de situations réelles pour favoriser la mise en place concrète de développement durable, donc sur le terrain, mais aussi d'encourager les jeunes à jouer un rôle moteur dans la société et à son développement, de proposer une démarche inclusive qui fédère toute une communauté scolaire autour d'un ou plusieurs projets et, dans la mesure du possible, de réduire l'empreinte écologique, de l'établissement scolaire. Donc voilà, EcoSchools, c'est international, mais chaque pays a ses spécificités.
Ici, ça passe par trois grandes étapes, trois piliers. Donc, d'abord, on doit choisir un thème qu'on va travailler pendant 1 à 2 ans et via cette étape pour finalement obtenir une labellisation EcoSchools. Donc, parmi ces thèmes, il y a l'alimentation durable, la biodiversité, la citoyenneté, les déchets, l'eau et l'énergie. Bien sûr, ça doit être en lien avec les objectifs de développement durable. Nous, cette année, on vient de commencer, on n'est pas encore une éco-school, on est en marche pour en devenir une, et puis on a choisi la citoyenneté. Donc, parmi les étapes, d'abord, on a dû créer un éco-comité. Donc, un éco-comité, donc c'est pas nous, j'aimerais bien que ça soit nous, mais on n'est pas encore autant. Dans cet éco-comité, c'est donc des personnes, des enseignants, des enseignantes, des élèves qui sont donc des éco-délégués, mais aussi d'autres personnes, la direction, les parents, j'espère, la bibliothécaire, ouais, peu importe, le personnel de l'école. Et en gros, on se retrouve, nous, on a choisi une fois par mois, puis on discute de projets futurs, de où on en est dans notre plan d'action, dans nos actions actuelles, etc. Le premier commence la semaine prochaine. On a 5 enseignants, enseignantes, 4 élèves éco-délégués et puis 5 écoles primaires intéressées. Donc, on s'en réjouit. Ensuite, dans l'étape 2, voilà, on doit faire un diagnostic. Donc, en gros, c'est un état des lieux de la situation actuelle par rapport au thème qu'on a choisi, donc la citoyenneté. Et puis ensuite, on en fait un plan d'action. Donc, on réfléchit à des objectifs dans le temps en disant que, en avril, on devrait avoir amélioré telle ou telle situation. Et ensuite, voilà, on prend des mesures, on évalue. Donc là, on est concrètement dans l'action. Et puis voilà, si on regarde le progrès qu'on a fait, si on a fait des erreurs, comment on pourrait faire pour changer ça, etc. Enfin, voilà, vous imaginez un projet en marche. Et puis, alors là, c'est écrit étape 5, mais en réalité, ce n'est pas dans cet ordre-là. C'est que simplement, on doit toujours faire des liens avec le programme scolaire. Évidemment, on est dans une école, on est dans un milieu d'apprentissage. Donc, même pour, au tout début, créer un éco-comité, on aurait pu demander à des élèves de faire des affiches en français, bien écrites, pour essayer de trouver qui est intéressé à faire partie de l'éco-comité ou des choses comme ça. Et finalement, au bout d'un moment, on communique avec la communauté interne de l'école et puis on sensibilise aussi la communauté externe, les personnes du Val-de-Rue par exemple, et on essaie de faire des partenariats avec des partenaires locaux. Et au final, donc après tout ce processus où on a bien étudié un thème, la citoyenneté pour nous, je le répète, on fait un éco-code qui est une philosophie de notre projet par rapport à ce thème-là, et puis on en fait une affiche, un poème, quelque chose comme ça. Et finalement, on obtient une labellisation, donc on devient une éco-school, et puis ça permet donc de valoriser la volonté d'évaluer vers plus de durabilité, d'apporter de la visibilité et de la légitimité au projet, d'offrir de la reconnaissance aux personnes impliquées et surtout de faire participer des élèves. Et en parlant d'élèves, je vais leur donner la parole à mes élèves. Merci pour votre attention. Merci Julien. Le temps que tu donnes la parole à Benjamin, juste pour rappeler, je sais que peut-être des gens parmi vous font des petites captures d'écran pour mettre sur Twitter pendant la session. Si vous pouviez ne pas mettre les élèves, les captures des photos d'élèves, merci beaucoup. Vous pouvez mettre des captures du PowerPoint, bien évidemment, mais pas les photos d'élèves. Enfin, pas les captures des élèves. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 14 ans et je suis éco-délégué de 10e année. Je m'intéresse à l'éco-citoyenneté parce que j'ai envie d'aider la planète et de soutenir les gens. J'ai envie de trouver des solutions pour aider la planète et les partager. Je recycle le PET, le carton et j'entretiens un compost. Je fais aussi attention à éteindre les lumières quand je ne suis pas dans une pièce et je ne regarde pas mon téléphone et la télévision en même temps. J'achète parfois des habits en seconde main. Merci. Je passe la parole à Louise. Bonjour, alors moi je m'appelle Louise. Normalement, je ne fais pas partie de l'éco-comité, mais du journal de la Fontenelle, dont je vais vous parler juste après. J'ai 12 ans, je suis en 9e année. Si je suis quand même ici,
C'est parce que je fais souvent beaucoup de choses pour l'écologie, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a fini par être obligé de faire tous ces gestes. Et aussi pour le journal de La Fontenelle. Chez moi, on laisse une partie de mon jardin sauvage, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas les mauvaises herbes, on ne tombe pas la pelouse, etc., etc. Et d'ailleurs, on a des hérissons sauvages dans les haies. Avant, j'avais un chat, on l'avait pris à la SPA, mais malheureusement, il est mort. Mais j'en ai un nouveau, on l'a pris dans un refuge. En hiver, on met souvent des boules de graines pour les oiseaux. J'achète aussi beaucoup d'habits en seconde main. À l'école primaire, tous les mardis matin, après la récréation, une classe était sélectionnée pour ramasser les déchets dans la cour. On avait un potager, un étang. D'ailleurs, on observait les têtards. Et une année, on a fabriqué plein d'abris à oiseaux qu'on a mis partout dans la cour. Merci. Je passe la parole à Minata. Bonjour, je m'appelle Aminata, j'ai 13 ans et je suis éco-déléguée. Mon but, ce serait d'aider la planète, aider les animaux et aider les gens. Chez moi, je fais du bénévolat pour les animaux et puis j'ai un projet de faire du bénévolat pour les enfants réfugiés. J'aimerais aussi faire des petits travaux pour gagner de l'argent et les donner à des associations. Souvent, chez moi, on essaie de fabriquer le plus de choses nous-mêmes pour aider la planète. Et puis, on a un petit chalet dans la montagne dans lequel on aimerait créer un étang pour les grenouilles et puis pour la faune. Quand j'étais à l'école, on avait fait des constructions de nids d'hirondelles qu'on a placées dans des maisons pour que les hirondelles puissent se reproduire et puis pour les œufs. Alors, lors des 2 années précédentes, 3 élèves produisaient le journal de La Fontenelle. Elles ne sont plus à l'école maintenant, alors on a décidé de créer une nouvelle équipe de journalistes. On est une dizaine d'élèves de toutes les années de l'école. On recherche des informations pour créer des articles et les envoyer au directeur adjoint, M. Crête, qui publie les articles dans un journal qui sera publié dans environ 4 éditions par année. Ces journaux sont gratuits et à disposition à la réception ou à la bibliothèque. Parmi les élèves journalistes, 2 d'entre eux ont décidé de se charger de la partie éco-school. Ce n'est pas moi, malheureusement. Et ces éco-journalistes vont devenir éco-délégués. Elles seront présentes lors des éco-comités et elles écriront des articles dans le journal de La Fontenelle à propos de ce qui sera du coup discuté lors des éco-comités. De cette manière, il y aura aussi une communication d'élève à élève, mais aussi d'élève à adulte en rapport avec nos projets et notre vie scolaire éco-citoyenne. Peut-être qu'il y aura des interviews d'autres éco-délégués ou de personnes concernées par une action éco-citoyenne, comme les personnes dont nous allons vous parler. L'école en forêt, c'est le témoignage d'une autre élève. 16 classes de primaire pratiquent l'école en forêt en y allant de manière régulière pour y vivre la nature et expérimenter une approche différente de l'apprentissage. On avait construit un canapé forestier. C'est une structure de bois dans laquelle on peut s'asseoir autour d'un foyer. Nous l'avons construit avec des bois que nous avons trouvés dans la forêt. Nous l'avons fait avec nos enseignants et nos parents nous ont donné un coup de main. Nous nous y rendions tous les mercredis matins. Ce canapé forestier se trouve à environ 10 minutes de marche de l'école. C'est comme une salle de classe dans la forêt. Nous faisions de l'art avec des parties de végétaux trouvés en forêt. Nous apprenons à reconnaître les espèces d'arbres à partir de leurs feuilles et à savoir quelles plantes sont comestibles et celles qui ne le sont pas. L'enseignante nous amenait à un endroit et nous donnait des cartes pour faire des courses d'orientation dans le but d'apprendre à retrouver notre chemin. Parfois, nous mangions au canapé forestier en utilisant le foyer central. Alors, Madame Buty est une enseignante de sciences de la nature au collège. En 2020, elle a fait une étude à la Haute École pédagogique sur le fait d'avoir un chien dans la salle de classe. Elle amène encore aujourd'hui son chien 1 jour par semaine dans ses cours. C'est un berger blanc suisse qui s'appelle Eowyn.
Madame Buty a pu observer que la présence du chien pendant les cours procure de la motivation aux élèves et crée une atmosphère joviale. Au début, les élèves montraient de la motivation à venir en cours. Même si cela s'estompe un peu avec le temps, c'est positif de voir des adolescents développer une certaine sensibilité avec un animal. La présence d'un chien en salle de classe pousse les élèves à surmonter leurs craintes. En effet, certains élèves avaient peur des chiens au début, puis avec le temps, par force de partage de moments avec l'animal et de persévérance, ils ont développé la capacité de vaincre cette crainte. Les élèves promènent ensemble le chien à la pause et cela amplifie la cohésion de groupe et responsabilise les élèves. Les élèves se sentent valorisés car on leur donne une responsabilité et cela crée un lien de confiance entre adolescents et adultes, en plus de la confiance avec l'animal. Depuis, d'autres enseignants apportent leur chien au travail. Lors de l'enseignement du système nerveux, le chien a servi d'exemple pour l'apprentissage par la mémorisation. Ce projet est réalisable dans les classes avec des élèves qui ne sont pas allergiques aux chiens, bien entendu. Les serpents. Dans une salle de classe de notre école se trouve un vivarium qui contient 2 couleuvres et des blés. Chaque jour, les élèves notent la température et l'humidité, s'il y a des mues et si les serpents sont peu ou très actifs. Si l'humidité est plus basse que 50%, on doit sprayer de l'eau dans le vivarium. S'ils sont actifs, cela signifie que va bientôt arriver le temps de manger. Ils mangent environ toutes les 2 semaines en été et en hiver, leur période de digestion est plus grande. Nous les nourrissons avec des souris mortes. Les élèves sont donc à proximité d'une espèce animale plus exotique qu'un chien. Ils observent le comportement et le mode de vie d'un reptile en captivité. Ici aussi, on travaille sur ses peurs. On apprend à se responsabiliser en s'occupant ensemble d'animaux et on apprend le fonctionnement d'êtres vivants. Les poissons. Il y a des années, l'une des concierges de l'école a offert ses poissons et leur grand aquarium à la réception de l'école. Les secrétaires disent que le fait de regarder les poissons apaise les gens qui attendent si certaines personnes sont angoissées. Les placer en face aux poissons les apaise, semblerait-il. Ok, donc en Suisse, on a une formation régulière, ça c'est des cours réguliers, et une formation spéciale pour les élèves avec grandes difficultés scolaires. Eux sont parfois placés dans certains cours en fait, de formation régulière. La plupart du temps, ils sont dans une formation spéciale. Et voilà, ils ont eu le projet du poulailler. Donc en gros, en Suisse, on a des cours de travaux manuels. En gros, on apprend à faire des constructions techniques avec du bois. Et c'est eux, donc c'est des élèves qui ont construit le poulailler que vous voyez là. C'est vraiment énorme en fait. Vous imaginez la valorisation pour eux d'avoir fait ça. Et ensuite, en plus de ça, ils ont dû gérer donc des animaux. C'est un poulailler avec des poules. Donc une fois par semaine, ils devaient nettoyer. Donc ils avaient la responsabilité de nettoyer ça. Et puis ensuite, une fois par jour, ils devaient nourrir les poules, ramasser les œufs et puis les sortir et les rentrer. Et ensuite, en plus de ça, ils ont fait des ventes. Donc, ils vendaient les œufs. Ils utilisaient des boîtes d'œufs réutilisées. Donc, on ne produit pas, en fait, ou on recycle rien, finalement. En fait. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on ne dépense pas d'énergie pour recycler ou produire d'autres boîtes, puisqu'on en utilise des qui sont déjà là. Voilà. Et puis, donc en gros, c'est des élèves qui ont bien souvent des difficultés relationnelles. Donc, en gros, le fait de vendre ça à la communauté, notamment aux adultes, aux profs, en fait, ça les a aidés dans ce sens-là et puis pour avoir confiance en eux, en fait. Puis, au fond, on produit de la nourriture locale, donc on diminue la production de gaz à effet de serre en diminuant le transport qu'il faut pour apporter les œufs ici, en fait. Et voilà, scolairement parlant, ils ont donc amélioré le fait de compter, on parle en mathématiques, quoi, compter l'argent, compter la nourriture pour les animaux, rédiger des textes pour les ventes, en faire des affiches informatiquement, et puis apprendre comment fonctionne en fait la production d'œufs chez les oiseaux. Donc c'était vraiment un super projet que je conseille, bien évidemment. Et puis voilà. Les moutons. En accord avec un agriculteur de la région, nous avons 4 moutons dans un enclos qui couvre une partie extérieure de l'école.
Ils mangent l'herbe pendant un certain temps. Ensuite, nous changeons l'enclos de place et ils mangent l'herbe de ce nouvel endroit. De cette manière, ils tondent la pelouse à notre place et nous n'avons pas employé une tondeuse. Ça veut dire qu'aucune essence n'est nécessaire pour cette action et les gaz à effet de serre ne sont pas déployés dans l'atmosphère. L'étang. Dans l'école secondaire, nous avons un étang depuis bien longtemps. Les enseignants de biologie l'ont entretenu eux-mêmes pendant des années durant le week-end. Avoir un étang à proximité, c'est l'occasion de vivre les cours directement dans la nature. Par le passé, les enseignants de biologie amenaient les élèves à faire des déterminations de faune de l'étang. Au printemps, on y observe ensemble les grenouilles pendant leur période de reproduction. On peut alors entendre les vocalises qu'elles font pendant cette période. Dans le temps, il y a des plantes aquatiques appelées LOD. Elles sont utilisées en dernière année pour observer les feuilles au microscope. Ces feuilles sont si petites qu'elles sont faciles à observer. Les élèves découvrent et étudient alors les cellules végétales. Nous n'avons pas besoin de commander des plantes qui seront transportées jusqu'à notre école et qui seront produites ailleurs. Aujourd'hui, il y a moins d'eau dans l'étang. Cela peut venir du fait qu'il y a eu la construction d'un terrain d'athlétisme au-dessus et cela a diminué l'arrivée de l'eau. Ou peut-être que la bâche au fond est trouée et mériterait une réparation, ce qui pourrait être un projet intéressant pour un groupe d'élèves. Les ACF, apiculture sur le toit. Les ACF sont des activités complémentaires facultatives que nous pouvons faire après l'école. L'une d'elles se fait avec un professeur d'agriculture, Monsieur D, apiculture, Monsieur D. C'est une personne de l'association Espace Abeille qui vient nous partager son expérience. Il y a des ruches sur le toit de l'école et nous apprenons à nous en occuper. Nous récoltons le miel de nos abeilles et nous le vendons à notre communauté. Nous pouvons dire que nous produisons de la nourriture locale. Les abeilles sont en train de disparaître et c'est un gros problème pour la nature et pour l'humanité parce qu'elles pollinisent les plantes à fleurs. Celles-ci ont besoin de la présence des abeilles pour se reproduire. Nous avons besoin des plantes pour nous nourrir et pour respirer. Et puis, donc, c'est par rapport aux heures de colle. Les heures de colle, ça fonctionne avec certains et ça ne fonctionne pas avec d'autres. Donc, il y a quelques années, on avait un élève avec qui ça ne fonctionne pas du tout. Et donc, à la place, on lui a demandé de faire des constructions techniques. Et c'est extraordinaire. Il a fait un nichoir à oiseaux et des hôtels à insectes qui sont extrêmement bien faits, qui sont là, qui sont encore là, qui vont rester là. Et donc, du coup, comme ça, on a pu offrir des abris à des animaux. Donc, c'est important de sauvegarder notre biodiversité, en fait. Et puis, par rapport à l'hôtel à insectes, donc on parlait justement, Aminata nous parlait de la pollinisation. Donc, les deux abeilles domestiques pollinisent un grand panel de plantes. Mais voilà, certains insectes sont spécialisés, notamment les abeilles sauvages, en une seule espèce de plante. Donc, si une plante disparaît, l'insecte disparaît avec, inversement. Et donc, c'est important de leur offrir un abri pour pouvoir les faire perdurer et puis agrémenter cette biodiversité en fait, florale et d'insectes. Ici, je vous ai dit, on est dans un endroit rural, mais en fait, il y a quand même beaucoup de monoculture, donc on perd en diversité. Donc, ce genre d'action est vraiment très importante. Par rapport aux déchets, donc comme vous voyez, on a quand même beaucoup de points de collecte de déchets, hein, donc bouteilles en plastique en bleu, aluminium ou fer hein, en jaune, il y a même ici des batteries, enfin des piles. Et puis, donc c'est intéressant parce que forcément, si on a un accès facile à des lieux de recyclage, forcément, on va mettre les bons déchets aux bons endroits, enfin en tout cas, je l'espère. Voilà, et par rapport aux adultes, donc ça, pour mes collègues qui m'écoutent, c'est encore juste un projet, quelques petits projets, mais en gros, jusqu'à maintenant, on a beaucoup utilisé de verres en plastique ou de bouteilles d'eau en plastique. Donc l'idée, ça serait d'avoir des gobelets réutilisables, en fait, qu'on lave nous-mêmes, ou alors simplement des carafes d'eau quand on en fait dans des réunions ou des séances des parents, parce que en fait, l'eau ici est vraiment
tellement bonne. Je ne sais pas comment elle est chez vous qui nous écoutez, mais ici, elle est tellement bonne. Ce serait dommage de ne pas en profiter et d'utiliser du plastique en fait, à la place. Et puis, en Suisse, on a un cours de FA, ça s'appelle l'éducation familiale. C'est en 3e année et là, les élèves apprennent à cuisiner. Et donc, c'est eux qui font à manger pour les petits fours, pour les réunions des parents. Et donc, forcément, voilà, on a moins d'emballage si on fait la nourriture nous-mêmes, en fait. C'est très intéressant à ce niveau-là. Pour les soirées du personnel, on apporte nous-mêmes notre vaisselle depuis très, très, très longtemps, depuis avant que je sois là. Et puis, on utilise tous du café avec des capsules biodégradables qu'on met dans le compost directement. Voilà. Liber 15. Dans notre école, à La Fontenelle, tous les jours de la semaine, tout le monde s'arrête et lit un livre pendant 15 minutes. On appelle ça Liber 15. Notre bibliothécaire a fait une grande recherche de magazines environnementaux destinés aux adolescents. Et nous avons pour projet de les disposer dans les salles de sciences pour qu'ils soient à disposition pour Liber 15. Troc d'hiver. Avant l'hiver, l'association Troc du Val-de-Rue organise un troc d'hiver à La Fontenelle, c'est-à-dire un lieu de rachat de matériel d'hiver de seconde main. De cette manière, on encourage la communauté à acheter du matériel qui est déjà utilisé pour lui donner une seconde vie et on achète moins de produits neufs. La réutilisation, c'est important pour ne pas exploiter la nature plus qu'elle ne l'est déjà. Le Campus Tour. Le Campus Tour est un événement qui a déjà eu lieu 4 fois. Il concerne toutes les écoles du Val-de-Rue. Il s'agit de courir ou de faire du vélo à travers toute notre région. Le citoyen de Val-de-Rue, après sa scolarité obligatoire, contribue à une vision sportive régionale cohérente. Il est prêt à fournir l'effort nécessaire, qu'il soit physique ou mental, pour relever des défis. Il prend des initiatives en toutes circonstances. Il a conscience que la pratique sportive régulière contribue à son bien-être. Il se montre tolérant et améliore la qualité de vie dans sa région par des interventions influencées d'une éthique responsable. Et il est ambitieux et motivé à suivre les traces de nos champions locaux. Le Campus Tour vise, pour tous les élèves du CSBR, à développer des valeurs personnelles comme l'estime et le dépassement de soi et la persévérance, mais aussi les valeurs citoyennes comme la responsabilité et la solidarité. À partir de 15h30, les enseignants doivent accompagner un groupe d'élèves jusqu'au prochain checkpoint avec un sac poubelle pour ramasser tous les éventuels déchets qu'ils trouveront en chemin. N'importe quelle personne de la région peut parrainer des élèves pour financer les activités scolaires. Les élèves contribuent à l'organisation de l'école en recherchant des parrains. Les jeunes se responsabilisent car ils doivent s'inscrire, se préparer, respecter les directives et s'organiser. Un groupe doit rester uni durant toute l'activité et cela resserre les liens entre eux. La solidarité est une valeur citoyenne. La Torée est une tradition de Châtelloise. En automne, on fait une randonnée dans la nature, on fait un feu et ensuite on cuit le saucisson emballé de feuilles de chou qu'on met sous la braise qu'il reste du feu. Chaque année, depuis plus de 30 ans, avant les vacances d'automne, toutes les écoles du Val-de-Rue font une marche pour partir en Torée dans la région. C'est une activité sportive qui permet de tisser des liens entre élèves et avec les adultes en début d'année. Depuis cette année, cet événement a été pensé sans déchets. L'idée était de ramasser les déchets que nous trouvons par terre durant notre marche et de n'apporter aucun déchet avec nous pour la Torée. Nous l'avons rebaptisé Éco-Torée. L'association Puts Days, grâce à ses sponsors, nous a fourni gratuitement environ 700 paires de gants et 5 sacs poubelles par classe pour cette grande activité éco-citoyenne. Les écoles primaires et l'école secondaire du Val-de-Rue, donc environ 2000 élèves, ont participé à cet événement et se sont rendus à 25 endroits de Torée différents. En chemin, les classes ont trié les déchets par 5 catégories.
papier carton, fer aluminium, PET, verre et autres. Les élèves ont donc trié directement en les ramassant. De retour à l'école, 5 endroits étaient prévus avec un sigle par catégorie sur une table et une balance à côté d'une benne à ordures, prêt à recevoir les sacs de déchets. Nous avons récolté 45 kg de déchets au total. Par ailleurs, les élèves étaient encouragés à apporter des repas sans déchets, même si certains emballages sont restés à la maison et ont donc été produits. C'est important d'apprendre à ne pas apporter de déchets avec soi pour ne pas les laisser dans la nature ou pour ne pas les mettre dans la mauvaise poubelle, car il n'y a pas de poubelle de tri partout. On peut se demander si 45 kg de déchets sont beaucoup ou peu. En divisant le nombre de masses obtenues par le nombre de lieux de torée, on obtient environ 1,8 kg par torée. Quand on y pense, est-ce beaucoup considérant toute cette distance que nous avons parcourue? Effectuer une telle action éco-citoyenne nous a donné l'opportunité d'agir ensemble pour le bien à la communauté du Val-de-Rue et à sa nature tout en leur rendant service. D'embellir nos habitudes en triant des déchets aux bons endroits et d'apprendre à faire attention aux déchets que nous transportons et de prendre conscience de la quantité de déchets abandonnés dans notre région. Et voilà, on a une idée d'action éco-citoyenne pour cette fin d'année, pour la journée mondiale de la solidarité humaine le 20 décembre. C'est de participer au Carton du Cœur. Les Cartons du Cœur, c'est une association qui prête des cartons aux gens pour qu'ils les remplissent de nourriture, de produits de nettoyage, de produits corporels comme dentifrice, et qui viennent les rechercher pour donner aux gens qui en ont besoin. C'est extrêmement citoyen. Et puis là, on voulait le faire pour le 20 décembre justement, mais on vient d'apprendre que en fait, ils ont reçu 40% plus de produits que d'habitude. Donc pour l'instant, il n'y en a pas besoin. Donc c'est très très réjouissant. On est très content des personnes de la région qui ont offert tout ça. Et puis on refera cette action-là, mais pour la fin de l'année scolaire. Voilà. On vous remercie. On vous remercie. Et puis, vous pouvez venir ici. On vous écoute si vous avez des questions. Merci beaucoup, Julien, Aminata, Benjamin et Louise, pour cette présentation très intéressante de toutes les actions que vous faites. Et donc, le micro est ouvert aux participants et participantes si vous avez des questions à poser à nos intervenants aujourd'hui. Alors, on a des collègues qui nous ont peut-être rejoints en cours de session. Est-ce que tu veux que j'arrête le partage? Oui, oui, si tu as pu Voilà. autre chose, on peut arrêter le partage, effectivement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient des questions à poser à nos participants? Alors, Audrey nous dit que vous êtes inspirant. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Voilà, Marc vous dit merci, bravo. Alors, est-ce que des collègues auraient des questions à poser? On va vous montrer juste une chose. C'est les moutons qui sont juste là. Vous les voyez ou pas? Ah oui. Voilà. On est dans une salle de classe. On a les moutons qui sont là. Voilà, salle de sciences. Ah. Oui, Joël? Oui, bonjour. Bonjour Joël. C'est un collège, ça. Oui, vous êtes en collège ou est-ce que c'est plutôt une cité scolaire? Je me demande, est-ce que c'est applicable au primaire, à l'élémentaire? Ah, très bonne question. Alors, ça dépend de quelle action, mais oui, il y a certaines actions qui se font. Par exemple, l'école en forêt, qu'on disait au début, c'est plutôt pour les primaires, d'être au centre de la nature, tout ça. Et puis après, voilà, ça dépend peut-être des actions, mais bon, le poulailler, par exemple, forcément, on ne peut pas faire des constructions comme ça à l'école primaire, mais ce qu'on essaie de faire, c'est de faire aussi des liens entre primaire et secondaire. Donc, la semaine prochaine, on va avoir cet éco-comité, et puis on pourra peut-être discuter de faire des constructions à l'école secondaire ou en collège pour pouvoir faire, qui pourront être utilisées à l'école primaire, par exemple. Voilà. D'accord. Merci.
Merci. De rien. Merci à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à nos élèves? Ah, une question d'Anne-Marie. Question pour les élèves. Donc, c'est pour vous, Aminata, Benjamin et Louise. Est-ce que vous vous sentez concernés depuis très jeune? Depuis combien de temps, en fait, vous sentez-vous concerné par comment dirais-je, par ces questions écologiques et environnementales? Alors, peut-être vous pouvez y répondre chacun l'un après l'autre. Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que c'est depuis peu de temps? Est-ce que c'est par l'intermédiaire de l'école, par d'autres intermédiaires? Moi, ça fait assez longtemps que je m'intéresse aux problèmes environnementaux, euh, surtout par les médias, comme la télé ou comme ça. Voilà, le fait qu'il y ait des gros problèmes, ça m'a donné envie d'y trouver des solutions. Moi, depuis la primaire, on fait pas mal de choses à l'école, mais ces derniers temps, c'est vraiment surtout ces derniers temps avec tout ce qui se passe que je me suis sentie plus concernée. Moi, c'est parce que depuis toute petite, mes parents ils font des choses pour la planète et du coup, j'ai suivi. Pas tout ça là. Attention, Joël, ton micro est encore ouvert. Merci beaucoup. Effectivement, donc on voit que c'est quelque chose qui est ancré depuis des années. Moi, j'avais une question, je me permets, du coup, toutes les actions sont intéressantes. J'ai beaucoup apprécié, notamment, là, Julien nous a montré les moutons, et aussi, ce qui m'a interrogé le plus, peut-être, c'est l'action avec les chiens. Est-ce que vous l'avez expérimenté? Est-ce que vous avez eu le chien dans votre classe aussi? Et si oui, quel était votre ressenti? Puis après, on a une question de Julie. Alors, moi, j'ai pas eu le chien. Ouais. Toi non plus? Moi non plus. Toi non plus, Benjamin. Bon, bah voilà. Voilà. Peut-être Julien, tu voulais dire quelque chose Non, sur non, ça? j'ai juste dit moi non plus. D'accord, ok. Voilà. Bon, bah alors on va passer à la question de Julie. Donc bonjour et merci beaucoup pour votre présentation. C'était clair, on a appris plein de choses et puis pour nous c'est important parce que vous nous donnez des idées. Avec mes collègues Audrey, Marc, Jérôme ou François, on va beaucoup dans les écoles et vous nous donnez des idées pour proposer des choses aux enseignants. Donc ce que vous venez de faire avec nous, c'est vraiment très précieux. Moi, j'ai une question. Vous nous avez montré et expliqué tout ce que vous faisiez, et il y a beaucoup de choses, mais je suis sûre que vous avez encore des idées que vous n'avez pas encore réalisées, ou des choses qui ne sont peut-être pas encore totalement acceptées par votre école. Donc, c'était vous demander qu'est-ce que vous aviez envie de faire concernant, dans le cadre de votre rôle d'éco-délégué, mais que vous n'avez pas encore pu réaliser. Alors, avec le journal de La Fontenelle, on a décidé de faire un article. Alors, malheureusement, avec le temps, il ne sortira pas dans l'édition qui va sortir là très prochainement, mais dans la suivante. Donc, avec les problèmes d'énergie liés à la guerre en Ukraine, on avait plusieurs propositions, dont une qui était un peu la plus grosse, ce serait de remplacer les graviers qui sont sur les toits des bâtiments par de l'herbe. Oui. Et ça, on n'en avait parlé que dans les réunions, mais donc là, j'en parle maintenant. Et on avait d'autres projets comme par exemple baisser les radiateurs dans les salles, allumer un néon sur deux dans les couloirs. Ça, je crois que ça se fait déjà. Pour les professeurs, veiller à bien éteindre tous les appareils et non les mettre en veille à la fin des journées. Demander aux élèves d'apporter une gourde et des repas sans déchets. Et ça, c'était nos propositions. Vous avez Donc, Pardon? Donc, encore beaucoup de choses, mais qui n'ont pas toutes été acceptées. Donc, vous avez encore plein d'idées, mais il faut que les adultes les acceptent, c'est ça? C'est ça. Elles n'ont pas vraiment été proposées encore, ou bien si? J'en ai déjà parlé avec M. Cher. Ouais.
Ok, d'accord. Bon, bah, c'est en cours. On a une. Je peux prendre une place, Benjamin, ça te dérange pas? Bien sûr. On a une autre idée qui est vraiment en projet initial parce que voilà, avec la pénurie d'énergie, on cherchait des solutions. Et puis une solution qui nous a été apportée de quelques collègues, c'est de faire une journée sans numérique. Donc pas pendant une journée entière, on n'imprime rien, on n'utilise pas d'ordi. Donc on redécouvre les cours à l'ancienne en quelque sorte. Puisque ouais, mais moi j'utilise beaucoup de numérique pendant mes cours en fait. Et puis, rien que d'avoir une journée comme ça de temps en temps, ça peut changer les choses. Voilà, Mais on est preneur de ce que vous aurez découvert, de ce que ça peut changer. tout à fait. On prend. Merci beaucoup. Merci à vous. Attendez, on a une autre question, on n'a pas fini encore. Ah, pardon, je croyais que vous partiez, et puis on a aussi Marc. Si vous voulez. Est-ce que pour la collecte des déchets, Joël nous demande, est-ce que pour la collecte des déchets, vous avez contacté vous-même les entreprises? Oui, alors ça, c'est la collecte de déchets. Ah oui, non, c'est l'entreprise qui nous a contactés parce qu'il s'agit d'un parent d'élève, en fait. Voilà, donc un parent d'élève a vu la circulaire et nous a contactés. Et ensuite, on a fait un partenariat. Comme Merci. quoi. Et donc, on va retravailler ensemble, évidemment. D'accord, on a des félicitations de notre collègue Isabelle, qui est dans le sud de la France. Et Marc, tu avais une question? Oui, alors d'abord, félicitations. Et comme disait Audrey, vous êtes inspirant. Alors, je voulais juste savoir une petite chose. Tout ce que vous développez aujourd'hui à l'école, en termes d'initiatives, d'idées, etc., est-ce que vous arrivez à vous inspirer de ces idées-là pour les proposer à l'extérieur de l'école, dans vos familles ou peut-être auprès de vos amis qui ne sont pas forcément dans votre classe ou dans votre établissement? Oui, ça nous arrive parfois moi, de parler des idées à d'autres personnes pour qu'ils en parlent plus loin et que ça se suive. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de familles en France et de temps en temps, je leur parle de ce qu'on fait à l'école en Suisse. Moi, j'en parle un petit peu. C'est vrai que je pourrais en parler plus, mais voilà. On va le faire. Mhm. On va le faire. Mais c'est un nouveau projet. Mais oui, bien sûr. Et du coup, quand vous en parlez autour de vous, tu dis, Benjamin, je pourrais en parler plus, mais je ne le fais pas forcément. Quelle est la réaction des adultes? Comment vous voyez leur réaction, vous? Est-ce que ça les concerne moins, et puis vous, ça vous met un petit peu en colère quelque part? Comment vous le voyez, ça? Moi, mes parents, ils sont assez ouverts à de nouvelles propositions, donc c'est plutôt sympa. Moi, souvent, quand j'en parle, il y a beaucoup de personnes qui n'écoutent pas vraiment et ça m'énerve un petit peu parce qu'il faut se dire que c'est pas seulement leur planète, c'est aussi celle de leurs enfants, de leurs arrière-petits-enfants. Et c'est toute leur progéniture qui va vivre sur cette terre et que si elle est déjà polluée maintenant, ben, après, ce sera vraiment compliqué. Et nous, à la maison, on fait déjà beaucoup de choses. Comme par exemple, on fait du pain nous-mêmes. On a un potager, tout ce genre de choses. Et autour, dans mon village, autour de moi, il y a pas mal de gens qui font ce genre de choses. Et quand on propose de nouvelles idées, souvent, elles sont, par exemple, j'ai une voisine qui récemment a pris des poules et elle vend des œufs dans tout le quartier. Super, merci beaucoup. François, tu avais une question? Et Julie aussi, une seconde question. François? Oui. Alors, une question, une réaction à ce qui a été dit sur de futurs projets possibles et sur la journée sans numérique. Parce que, en vous écoutant, je me suis mis à réfléchir pendant 2 minutes et je me suis demandé ce que ça donnerait cette affaire-là à mon niveau. Mais en fait, c'est absolument révolutionnaire. Si on laisse le téléphone portable à la maison et qu'on arrive au travail et qu'on n'ouvre pas l'ordinateur, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Aller voir les gens. C'est ce qui m'est venu à l'esprit, en fait. J'ai une formation à l'État, j'ai à peine le temps d'aller les rencontrer dans la journée.
Eh bien, si j'éteins mon ordinateur, je vais aller les voir, je vais aller passer un temps de formation, je vais échanger avec la formatrice, plus que je ne le fais là, avec les stagiaires, et puis j'irai très probablement voir d'autres collègues, et puis ensuite, il faudra quand même ressortir un stylo et un papier et réinventer tout ça. Mais cette action qui n'a l'air de rien est devenue en 20 petites années absolument impensable, difficile à penser sur une journée complète. Et je propose à l'équipe que nous nous lancions là-dedans. Alors, si on coupe tout contact entre nous et qu'on se met à travailler de la sorte pendant une journée, je pense qu'on va redécouvrir certaines façons de regarder, penser, vivre. Voilà, cette idée que vous avez là, qui n'a l'air de rien, qui a l'air juste d'une journée comme une autre, comme il en existe beaucoup désormais, eh bien, puisqu'on parle de numérique, c'est une idée assez extraordinaire, je trouve. Et pour le reste, voilà, je veux simplement vous féliciter pour tout ce que vous avez mis en place jusqu'ici. C'est assez formidable. Voilà, c'était juste mon commentaire. Merci. Julie, Audrey. Julie, est-ce que tu laisses ta place à Audrey quand tu as posé une question ou tu veux aller poser une question? Allez, Audrey, allez. Priorité à ceux qui ont moins parlé. Vas-y, Audrey. Alors, un grand merci parce que inspiration plus et votre idée d'une journée sans numérique. Alors, à titre personnel, en fait, vous m'avez enlevé un poids parce que vous voyez, ça fait 2 jours que je suis en établissement, que je suis en train de vivre un moment assez merveilleux avec 20 enseignants. On est en plein stage. Et en fait, mes merveilleux collègues qui sont connectés là, en fait, j'étais un peu aux abonnés absents. Donc, j'ai je ne sais pas combien de mails de retard. Je vois les WhatsApp se déchaîner. Et en fait, grâce à vous, je me sens un peu mieux parce que je me suis dit, ouais, en fait, j'ai vécu à fond le moment présent. Vive l'humain, vive aussi les relations non virtuelles. Donc, un grand merci. Et c'est vrai que ça questionne, hein, une journée sans numérique, sans ouvrir l'ordinateur, sur les mails, le WhatsApp, ça paraît difficile à tel point qu'on en vient même à des fois à culpabiliser. Donc, en fait, vous m'avez enlevé un poids. Donc, un grand merci et encore une fois, inspiration plus. Et vous me donnez de l'espoir dans l'avenir. Merci beaucoup. Eh ben. Merci, Audrey. Bon, alors, je crois que c'est acté, hein, François, on passe au pôle développement professionnel à une journée sans numérique par semaine, c'est ça? Merci François, merci à vous. On va voir ce que ça donne. Je suis sûre que ça va donner des choses intéressantes. Alors, moi, j'avais une proposition à vous faire. Vous réfléchissez, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. La préposition que je vous fais, je vous la fais avec toute l'équipe qui est là et Jérôme, mais qui sait très bien ce que je vais vous demander. Je vois. Vous nous avez présenté plein de choses intéressantes et inspirantes. Alors, on était un petit groupe là à vous écouter, mais peut-être, mais j'en suis même sûre, c'est pas peut-être, il y a plein d'autres élèves qui sont comme vous, éco-délégués, et qui adoreraient vous entendre et vous poser des questions par rapport à ce que vous mettez en place. La proposition, c'est celle-là. Est-ce que vous seriez d'accord pour refaire le même petit exercice là, mais avec nous, on vous aide, mais il y ait de l'autre côté de l'écran que des éco-délégués de toutes les écoles. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui vous intéresserait? Oui. Et ben voilà. Il faut qu'on mette en place, qu'on en discute évidemment, mais bien sûr, c'est le partage et la visibilité, c'est important pour notre projet commun, n'est-ce pas? Et vous pourriez rencontrer d'autres éco-délégués, peut-être vous aussi avoir de nouvelles idées avec d'autres qui font des choses, mais je pense que vous avez beaucoup de choses à diffuser et à partager avec les autres. Et bien, c'est acté ça. Allez, on a le deuxième groupe, Jérôme. Voilà. Exactement. Et vous avez mon email? Oui, ouais, bien. D'accord. Et d'ailleurs, tant que je me permets de faire le relais d'une question que j'ai eue, voilà, qui vient de tomber, l'école de Monda et Béatrice Samba est très intéressée par ce que vous faites. Est-ce que vous seriez prêt à partager votre support pour des enseignants qui étaient là et qui voudraient le transmettre à leurs élèves? Oui, c'est faisable, tout à fait, oui. Ouais. Merci beaucoup. D'ailleurs, on passera par Jérôme, ça marche? Ouais, ça marche. Ok. Je tiens à ajouter que nos élèves, là, c'est mercredi après-midi, ils n'ont pas cours, donc ils sont venus spécialement à l'école
avec Julien pour venir faire cette présentation. Donc, Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre écoute, Merci. en tout cas. Merci. très grand merci à Louise, Benjamin, Aminata et à Julien pour cette présentation très intéressante.